Bonjour Isabelle Aristide-Astir, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans le studio, puisque la fois précédente, lorsque j'avais eu déjà le plaisir de vous recevoir, c'était, comme on dit actuellement, par Zoom. Et vous étiez présente, mais présente au-delà de ce studio. Bonjour. Bonjour Anne-Colin, merci de votre invitation. Bonjour à tous les auditeurs. Oui, je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Là, je vous présente, vous êtes responsable du département des archives privées aux archives nationales. Peut-être que pour les auditeurs, vous allez nous préciser un peu quel fut votre cursus, un très beau parcours dans le monde de la conservation et des archives. Comment arrive-t-on à ce poste de responsabilité? Parce que vous vous occupez donc des archives privées, des archives nationales. C'est vraiment, on est dans le sein du sein, là. Si on veut, oui. Alors moi, je suis conservateur général du patrimoine et j'ai commencé par faire l'école des chartes. Donc je suis archiviste paléographe. J'ai commencé ma carrière aux archives départementales du Nord. J'en parlerai peut-être tout à l'heure. Il y a une relation avec Jeanne d'Arc aussi. Et puis ensuite, je suis venue aux archives nationales où j'ai travaillé à la section ancienne. Et puis ensuite, j'ai participé au projet du nouveau bâtiment à Pierrefitte-sur-Seine, dans un domaine tout à fait différent de ce que je faisais précédemment. Je me suis occupée de la mise en ligne des instruments de recherche. Donc aujourd'hui, vous avez plus de 30 000 instruments de recherche, c'est ce qu'on appelle des inventaires, qui sont en ligne et qui permettent d'accéder aux documents. Et depuis 2010, je suis responsable du département des archives privées. Donc le département des archives privées, il s'occupe de toutes les archives qui proviennent de particuliers, soit des personnes, des familles ou des associations qui nous les remettent en don ou en dépôt, ou bien des documents que nous achetons, dont les fameuses lettres de Marie-Antoinette qui ont été achetées en 1982 par les Archives nationales. Et dont nous avions parlé lors de notre précédente émission, puisque vous vous êtes attelé là aussi à une grande mission qui a été de décrypter avec des technologies extrêmement modernes ces fameuses lettres caviardées, cachées, enfin dont certains morceaux de lettres ont été rendus quasiment illisibles. Voilà, il s'agit des lettres échangées entre la reine Marie-Antoinette et le comte de Fersen, pendant que la reine est aux Tuileries, donc entre fin juin 91 et le 10 août 1792. Et une partie de ces lettres était recouverte effectivement par ce qu'on appelle un caviardage, c'est-à-dire des ratures assez sophistiquées. Et nous avons travaillé avec une équipe du CNRS sur plusieurs campagnes pour trouver la bonne méthode pour pouvoir lire en dessous de ces lignes, sans évidemment altérer le texte. Donc, la première campagne a consisté à trouver la bonne technologie. Donc, les chercheurs ont trouvé que c'était la microfluorescence spectrale sous rayon X, ce qu'on appelle technologie XRF. Et la deuxième campagne a consisté à faire le balayage de tous ces passages caviardés pour les révéler. Et à la suite de ça, je me suis replongée en fait dans l'histoire de Marie-Antoinette et de Fersen. Il y a évidemment ces passages caviardés qui sont magnifiques et splendides parce que ce sont essentiellement des passages amoureux. Je vais finir, mon bien cher et tendre ami, non pas sans vous dire que jamais, jamais je ne peux être un moment sans vous adorer. Ça, c'est la fin de la lettre du 4 janvier 1792. Mais ces passages se trouvent insérés dans une correspondance beaucoup plus dense, qui est celle du contexte de la Révolution française, où la reine essaye de trouver une solution, pas simplement pour s'échapper, mais aussi une solution politique, avec l'aide du comte de Fersen, qui à ce moment-là se trouve à Bruxelles et essaye de rallier les princes qui sont émigrés et l'Autriche pour soutenir politiquement la reine. Alors, pas d'une façon armée dans un premier temps, mais il pense réunir une espèce de congrès pour faire des puissances internationales, pour faire pression sur l'Assemblée. Et il m'a semblé intéressant de reconstituer ce contexte, parce que pour beaucoup, comme pour moi d'ailleurs à l'époque, cette période de la Révolution française, entre la prise de la Bastille le 14 juillet 89 et la prise des Tuileries le 10 août 92, est absolument inconnue. Pour beaucoup, la Révolution française, c'est la terreur à partir de 93. Et c'est une période extrêmement intéressante parce que la situation change tous les jours. Donc même pour la reine, évidemment, c'est très compliqué de comprendre ce qu'il se passe. Et on sent que tout
tout peut basculer d'un côté comme de l'autre. Donc, il y a encore beaucoup de possibilités, y compris pour une restauration monarchique. Le roi va-t-il accepter la Constitution? Est-ce qu'on peut se permettre de l'accepter? Sous quelles conditions? Voilà. Donc, c'était le thème de cette exposition, et montrer aussi cette exposition entrelaçait à la fois les événements politiques, avec la pression de la rue, les libelles infamants, la presse, etc., et la situation personnelle, donc de la famille royale, le roi, la reine, Madame Élisabeth et les enfants, et comment ils vivaient donc aux Tuileries. Donc, dans un premier temps, ils sont quand même dans une résidence surveillée, si on peut dire, c'est pas vraiment encore la prison. Ils essayent de maintenir une espèce de vie de cour, assez dégradée quand même, et d'autant plus dégradée que les grands personnages à la cour, les grandes dames, les dames du palais, les dames de compagnie, vont émigrer, surtout après l'échec de la fuite à Varennes. Et puis la situation se détériore extrêmement à partir de l'automne 91, et c'est à ce moment-là que se situent les lettres les plus intéressantes. Donc c'est une histoire passionnante et qui méritait d'être revue, parce que la reine Marie-Antoinette, ce n'est pas simplement son histoire d'amour avec Fersen. À cette époque-là, à la période des Tuileries, ce n'est plus du tout la reine frivole et dépensière, telle qu'on a décrite très souvent dans les romans historiques. C'est plus la reine de Trianon. Elle ne parle jamais de ses toilettes, elle ne parle jamais de ses bijoux, elle ne parle jamais de sa vie d'avant. Elle se projette sur la vie d'après, sur ce qu'on pourrait faire et comment on peut faire pour sauver le roi et la monarchie. Oui, et comme vous le dites, c'est une période finalement sur laquelle on passe assez rapidement. On saute assez vite des journées d'octobre à Varennes et de Varennes à la prise des Tuileries. Donc en fait, on passe les années alors qu'elles ont elles aussi eu 365 jours. Et elles ont eu 365 jours certainement très longs pour les acteurs assez passifs à cette époque qu'étaient Louis XVI et Marie-Antoinette. Alors passifs, moi je ne dirais pas qu'ils étaient assez passifs. Ils étaient réduits. Oui. On a l'image de Louis XVI passif. Il n'a pas beaucoup écrit. Il a quand même écrit ce qu'on appelle un testament politique lors de son départ pour l'Est de la France, qu'on appelle la fuite à Varennes. Mais à cette époque-là, il essaye quand même de garder la main. C'est-à-dire qu'il est très frustré pendant l'été 91 parce que l'Assemblée met la dernière main à la Constitution et il voudrait avoir son mot à dire. Et là, on ne lui demande rien du tout, y compris sur le rôle exécutif qu'il pourra avoir. Donc il aurait voulu, je pense, il n'est pas impossible qu'il aurait peut-être pu accepter la Constitution s'il avait été encore maître de certaines choses. Et donc là, il voit les choses se dégrader complètement, mais il n'est pas passif. Il paraît, c'est l'image qu'il donne, parce que c'est un homme très grand, assez fort, assez bonhomme, qui n'exprime pas ses émotions, mais qui a une espèce de calme souverain, je dirais. Alors je conseille à nos auditeurs qui n'auraient pas pu aller voir l'exposition qui avait été consacrée à la famille royale dans cette période aux archives, peut-être de se procurer le catalogue d'exposition qui montre des objets exceptionnels que vous présentiez et qui vraiment, comme vous le disiez au début de cette conversation, fait découvrir, redécouvrir, approfondir une période historique assez mal connue. C'est effectivement, il faut se replonger et il ne faut jamais oublier que ces acteurs, ce sont des hommes et des femmes, donc ils ont leurs sentiments, ils ont leurs pensées personnelles, ils n'ont pas que un rôle politique. Et souvent, quand on écrit l'histoire, on oublie un peu cette dimension. Et alors, le fait que ce soit l'hôtel de Soubise s'expliquait encore davantage puisque une grande partie du mobilier qui va ensuite quitter les Tuileries pour après la prise des Tuileries, va transiter aux archives nationales parce qu'à l'époque, c'est une espèce de grand débarras, de grand garde-meubles dans lequel on met plein de choses. Voilà, alors c'est vrai que l'hôtel de Soubise, il était acheté en 1808 par Napoléon Ier pour y installer les archives nationales. Donc on y a mis du mobilier qui provenait des Tuileries, mais aussi de Versailles. Par exemple, on a une paire de chaises qui provient de l'appartement de Madame de Lamballe à Versailles. Ces chaises ne sont pas du tout exceptionnelles, elles ne sont pas en bois doré ou autre, mais effectivement, elles faisaient partie du garde-meuble. Alors cet hôtel de Soubise, en plus, avait
était vacant et protégé. Ça fait partie des paradoxes de la Révolution. On va détruire et en même temps on va protéger. Et donc il était sous séquestre. Il était sous séquestre suite à la faillite des Rohan-Guéménée. Donc il y avait une histoire de créanciers, etc. Donc il était racheté par Napoléon Ier pour y installer les archives. Et là, il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, on avait saisi beaucoup d'archives dans les anciennes institutions qui avaient été effacées par la Révolution française. Il y a aussi tous les couvents et institutions religieuses qui avaient été supprimés, notamment l'abbaye de Saint-Denis. Donc là, les plus anciennes archives proviennent de l'abbaye de Saint-Denis. Donc il n'y a pas de place à l'hôtel de Soubise. Ce n'est pas très grand, en fait, même s'il y avait des communs à l'époque. Donc on avait construit des baraquements dans cette belle cour qui ont persisté jusque dans les années 1850, où on avait entassé toutes les liasses et les registres. Oui. Et les registres du Parlement de Paris, là, dont nous allons parler bientôt, ils sont restés à la Sainte-Chapelle, au premier étage, vous voyez. Et pendant longtemps, d'ailleurs moi je crois que je l'ai vu encore avant la restauration des vitraux, eh bien le premier niveau des vitraux était un peu terni, occulté, parce que les registres du Parlement de Paris montaient jusqu'à ce niveau-là. Ils ont été déménagés en 1846, lorsque la galerie du Parlement était installée. Oui, je vous le disais avant cette émission, moi j'ai travaillé sur l'année 1380, donc sur les archives du Parlement de Paris, et qui avait pris l'eau justement, lorsqu'ils étaient dans ces hauteurs, il y avait des infiltrations d'eau à la Sainte-Chapelle. Oui, ils étaient contre la muraille, contre les vitraux, donc effectivement, il y a eu des infiltrations. Mais quand même, c'est une très très belle collection, un très très beau fond, magnifique, plus de 10 000 registres. Le plus ancien date de 1215, donc du règne de Saint-Louis, c'est vraiment extraordinaire. Ah oui. Alors, c'est un papier parchemin assez épais. Alors, il y a des minutes sur papier à partir du XIVe siècle, mais c'est surtout les arrêts. Ils sont sur parchemin. Donc, ce sont des gros registres, que le parchemin est assez épais, qui sont reliés en cuir. Voilà, donc avec des registres assez gros. Je dirais qu'ils peuvent faire jusqu'à 30 cm de large. Mmh. Alors, nous allons effectivement nous arrêter sur l'un d'entre eux, puisque depuis le 5 mars et jusqu'au 19 mai, à l'hôtel de Soubise, vous présentez dans le cadre d'un cycle que vous avez intitulé Les Remarquables, vous présentez un objet exceptionnel. Et cet objet exceptionnel, entre le 5 mars et le 19 mai 2025, eh bien, c'est un portrait de Jeanne. C'est pas un portrait, c'est le portrait contemporain de Jeanne d'Arc qui figure dans le registre du Parlement de Paris à la date du 10 mai 1429. Tout à fait. Alors, je vais revenir un peu sur ce cycle Les Remarquables. Depuis l'automne 2021, les Archives nationales ont décidé de montrer au public des documents exceptionnels qui ne sortent jamais. Ils ne sortent jamais parce que on ne peut pas exposer indéfiniment des manuscrits. Ils finissent par s'effacer à la lumière malgré toutes les précautions que l'on peut prendre. Donc, il y a eu un premier cycle qui s'appelait Les Essentiels, où on a présenté la Constitution de 1789 avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le décret abolissant l'esclavage en 1848, la loi sur le vote des femmes en 1944 et la loi dite Badinter sur l'abolition de la peine de mort. Et puis on a continué avec un cycle tout à fait similaire, mais qui s'appelle Les Remarquables, dans lequel il y a eu le discours de Simone Veil sur la loi sur l'avortement, mais aussi la Convention de 1887 pour la construction de la Tour Eiffel, le procès des Templiers, le rouleau du procès des Templiers, qui est un objet magnifique, qui fait 22 mètres de long, c'est tout à fait impressionnant. Et cette fois-ci, encore quelque chose de tout à fait exceptionnel, ce fameux portrait de Jeanne d'Arc. Peut-être Isabelle Aristide-Astir, je rappelle d'abord aux auditeurs que vous êtes responsable du département des archives privées des Archives nationales, qu'avec vous, nous allons donc présenter ce 4e volet du cycle Les Remarquables, relatif à Jeanne d'Arc. Mais j'imagine que les auditeurs, en entendant le déroulé là, de la présentation de ces différents objets essentiels, remarquables et en tout cas exceptionnels, seront intéressés que vous leur disiez où sont-ils et comment sont-ils préservés en temps normal ? Comment on conserve
de tels objets? Alors, ces documents sont conservés donc aux Archives nationales, soit sur le site de Paris, rue des Francs-Bourgeois, soit sur le site de Pierrefitte-sur-Seine. Alors, la plus grande partie sont conservées dans des cartons, dans liasses qui sont elles-mêmes dans des cartons, et quelques-uns se trouvent dans l'armoire de fer qui se trouve dans ce qu'on appelle les grands dépôts aux Archives nationales, qui ont été construits sous Napoléon III. Alors, cette armoire de fer, c'est une armoire forte avec 3 portes métalliques, avec une serrure extrêmement compliquée pour pouvoir les ouvrir. Et elle fait référence à cette armoire de fer, à 2 armoires de fer. Premièrement, petite armoire de fer des Tuileries, dans laquelle Louis XVI avait mis des documents secrets, qui a été découverte à l'automne 92 et qui a précipité son procès, mais surtout à la première armoire qui était à l'Assemblée nationale, où on conservait les lois et décrets de la nouvelle de la France, avant même qu'elle devienne une république. Et justement, les Archives nationales, c'est issu de ces archives de l'Assemblée. Au départ, l'Assemblée a voulu conserver ses propres archives, et puis on décide de conserver les archives des ministères, des anciens ministères, des anciennes institutions supprimées, et puis de tous les nouveaux ministères qui ont été créés, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et alors, dans cette armoire de fer, on y trouve ce qu'il y a de plus précieux. Comment sont faits les choix? C'est une sélection très, 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 très sélective. Cette sélection a été faite il y a quand même déjà plusieurs décennies, parce qu'on avait créé ce qu'on appelle un musée de l'histoire de France. Le terme de musée existe toujours aujourd'hui, mais c'est plutôt pour préparer les expositions. On a toujours ce qu'on appelle un parcours permanent. Et donc, il y a, je dois dire, quantité d'autres trésors qui restent dans les cartons, qui ne sont pas toujours accessibles en direct. Il faut demander une autorisation spéciale. Par exemple, la lettre de Marie-Antoinette se trouve sur le site de Pierrefitte-sur-Seine. Pour pouvoir voir les originaux, il faut pouvoir justifier quand même d'un projet de recherche, parce qu'il faut quand même le dire, manipuler un document, c'est quand même introduire un risque de détérioration, même si on prend toutes les précautions possibles. Or, nous avons quand même l'ambition de garder les documents ad vitam aeternam. Voilà. Alors, aujourd'hui, on peut voir quantité de ressources sur Internet, des images, des textes, des reproductions, et c'est magnifique. Mais rien ne vaut quand même le contact avec le document. C'est pour ça que nous présentons des originaux. Alors, quand je dis contact, évidemment, là, ils sont présentés sous vitrine. Mais on peut les voir, on peut voir leur matérialité. Et ça, c'est quand même très important. Alors, dans cette armoire, est-ce que vous pouvez nous donner quelques objets exceptionnels qui sont à l'intérieur? Il y a quelque chose de très spécial qui s'appelle le maître étalon. Parce que en 1794, donc on a réformé le système métrique. Auparavant, c'était des lieues, des pouces, des mains, etc. Et là, on a créé le mètre, le décimètre, etc. Et donc, il y a un mètre étalon qui était conservé dans l'armoire de fer des Archives nationales. Il y en a un autre au Conservatoire national des arts et métiers. Aujourd'hui, on ne se sert plus de ces objets pour mesurer l'espace. Et puis, vous avez aussi dans cette armoire de fer, la dernière lettre de Marie-Antoinette, celle qu'elle a écrite le matin du 16 octobre 1793, le matin de son exécution. Et j'avais eu la chance d'assister à l'ouverture de l'armoire de fer. On ne nous demande pas de nous cacher les yeux parce que de toute façon, je ne pense pas qu'on serait capable de reproduire le nombre de manipulations qu'il faut pour ces différentes portes. Mais j'avoue que j'avais été très intriguée que cela existe encore, qu'il y ait encore une armoire de fer qui conserve le saint des saints à l'intérieur d'un bâtiment. Ça, c'est symptomatique, c'est emblématique, ça fait partie de ce caractère mythique qu'on donne aux archives. Les archives, le secret. Et d'ailleurs, quand le nouveau bâtiment de Pierrefitte-sur-Seine était construit, l'architecte Massimiliano Fuxas a fait un bâtiment qui ressemble à une espèce d'écrin avec une armure autour pour conserver les archives. Ça fait partie de l'imaginaire des archives. Mais nous sommes depuis maintenant plus de 40 ans dans une politique de montrer tout ce que l'on a. Alors, si on ne peut pas montrer les originaux parce qu'on ne peut pas tout montrer directement,
fait beaucoup de numérisation, on fait beaucoup de présentations. Et puis, tous nos inventaires sont, dès qu'on reçoit un fonds, dès que c'est classé, on fait un inventaire, on met l'inventaire en ligne. Par exemple, aux archives privées, on reçoit toutes les semaines des fonds d'archives ou des nouveaux documents. Même si l'inventaire n'est pas fait, on le signale sur le site internet. Donc, les lecteurs peuvent nous contacter pour voir dans quelles conditions ils pourraient voir ce document. On a une politique, effectivement, de mise à disposition du public. Avec quelques réserves cependant, puisque pour les documents les plus contemporains, il peut y avoir des raisons de confidentialité, ce qu'on appelle le RGPD, ou Règlement européen sur la protection des données à caractère personnel, qui fait que certaines données ne peuvent pas être mises ni en ligne, ni directement dans les mains des lecteurs. Et puis d'autre part, il y a quand même une loi sur les archives qui prescrit des délais de communication pour certains documents les plus récents. Mais vous avez, j'imagine, l'attitude d'accepter ou non des dons ou des dépôts d'archives privées. Vous ne pouvez pas tout accepter. Non, on ne peut pas tout accepter. Et puis, je rappelle quand même qu'il y a un réseau des archives en France, les archives départementales, les archives communales, qui conservent elles aussi des documents publics et privés. Mais nous recevons quand même beaucoup de demandes. Simplement, on ne peut pas tout accepter, parce qu'il faut du personnel derrière. Nous sommes déjà une équipe de 14 personnes. Nous faisons un travail quand même de très haut niveau. Donc, on reçoit quand même beaucoup de choses. Est-ce que, Isabelle Aristide-Astir, on peut inciter nos auditeurs à justement, lors de décès, lors de succession, à essayer de se rapprocher des archives communales, départementales, pour donner... on entend tellement de personnes qui disent « Oh là là, mes parents ont entassé des photos, donner aux archives communales, aux archives départementales, c'est donner la possibilité à des étudiants de faire des recherches et préserver peut-être quelque chose sans que ça finisse soit en brouille familiale, soit dans une poubelle. » Tout à fait, c'est ce qu'on nous dit quelquefois. Si vous ne les prenez pas, je les mets à la poubelle. Je me dis, est-ce que ces documents ont de l'intérêt ? Oui, vous pouvez contacter et puis vous verrez bien la réponse qu'on pourra vous donner. Mais il faut toujours, dans ce cas-là, un petit peu argumenter. Vous dites, j'ai des papiers de famille que j'ai retrouvés. Bon, alors, quelle est votre famille ? Nous ne sommes pas censés connaître toutes les familles de France, même si nous faisons nos petites recherches. Quel est l'intérêt ? Qu'est-ce que c'est comme document ? Est-ce que ce sont des films, ce sont des photos ? À quoi remonter les documents, même si vous ne savez pas les lire ? Voilà, il faut un petit peu contextualiser. Nos archives nationales, on reçoit en priorité des documents d'intérêt national. Mais quelquefois, l'intérêt national, c'est parce que c'est des familles qui avaient des propriétés dans toute la France. Et Paris, la région parisienne est assez centrale en France, effectivement, pour conserver tous ces documents. Mais bien sûr. Et alors, dans votre longue et riche carrière, Isabelle Aristide-Astir, à part ces lettres, cette correspondance entre Marie-Antoinette et Axel de Fersen, est-ce que vous avez eu une découverte, la découverte, un peu comme les commissaires-priseurs ou les experts en art qui, tout d'un coup, découvrent dans les combles d'un château un Caravage oublié? Alors, je suis pas sûre que j'ai découvert des choses qui étaient ignorées, mais en tout cas, on les remet en lumière, parce qu'avec l'expérience, l'œil, le coup d'œil, on se rend compte de l'intérêt historique d'un document. Alors, pour revenir sur mon début de carrière, je parlais des archives départementales du Nord. Là, j'ai découvert de très belles chartes des comtes de Flandre scellées. Et puis, il y a 3 lettres de Jeanne d'Arc aux archives départementales du Nord, parce que Jeanne d'Arc a écrit au duc de Bourgogne, qui était aussi comte de Flandre. Et les archives du comté de Flandre se trouvent à Lille. Donc là, j'avoue, pour moi, c'était extraordinaire à l'époque. Et pardon de vous interrompre, mais ce sont des lettres qu'elle écrit de sa main ou sous sa dictée ? Non, alors dans son procès, elle dit qu'elle ne connaît pas son ABC, c'est-à-dire qu'elle est analphabète, donc elle dicte ses lettres. Mais pour une analphabète, elle parle, elle écrit très très bien quand même. Et aux archives nationales, justement, dans mon département, nous avons aussi une lettre de Jeanne d'Arc. Elle écrit aux habitants de Reims, c'est toute 1429. Et qui se trouve aussi chez nous, qui a été déposée par un particulier, ce qu'on appelle la collection Malécy.
Et puis, c'est surtout quand je fais les explorations chez les particuliers qui me demandent de venir voir leurs archives pour les expertiser avant l'entrée, qu'on trouve des choses fabuleuses. Moi, je rappelle que je suis allée au château de Luynes, on ouvre une malle, on ouvre un registre. Des lettres de la correspondance officielle, administrative, entre Colbert et Louis XIV. Ça, c'est extraordinaire. Et puis encore, tout à fait récemment, dans les archives Choiseul qui viennent d'être déposées, on a de la correspondance entre Charles de Choiseul, qui est maréchal de France, et puis le roi Henri IV, la reine Marie de Médicis. Ça, c'est tout à fait émouvant. J'ai le souvenir, évidemment, quand on fait des études d'histoire, d'avoir fait un peu de paléographie. On est capable, quand on a vos compétences, Isabelle Aristide-Astir, de déchiffrer toutes les écritures on va dire au Moyen-Âge, à la période moderne, où vous rencontrez encore des difficultés Alors, en théorie, on devrait être capable de déchiffrer toutes les écritures, mais on se spécialise plutôt sur une période. Donc moi, je suis plutôt spécialisée dans le 16e, 17e siècle, même si j'ai plutôt travaillé sur le 18e. Et puis, il y en a d'autres qui sont plus spécialisés sur le 14e, 15e ou le début du Moyen-Âge, mais on a les codes paléographiques, si vous voulez. La paléographie, c'est un peu comme une langue étrangère. Il faut apprendre une certaine grammaire, il faut apprendre le tracé des lettres, il faut connaître l'ancien français, voire le latin. Les raccourcis, enfin, j'ai le souvenir, c'est un peu comme les abréviations par contraction, par suspension, oui. Etc. Et vous qui avez travaillé, je crois, sur le Parlement de Paris au XIVe siècle, vous avez dû trouver des documents paléographiques très compliqués, ce qu'on appelle les minutes. Les minutes, c'est extrêmement compliqué parce que c'est une écriture beaucoup plus rapide, beaucoup plus contractée. Donc, il faut se familiariser avec ce qu'on appelle le ductus, c'est-à-dire la façon dont le scripteur écrit pour retrouver des lettres, des mots, etc. Alors, vous me donnez tout de suite la possibilité, avec ce que vous venez de dire, Isabelle Aristide-Astir, de rentrer maintenant dans notre sujet, qui est celui de l'exposition qui se tient à l'hôtel de Soubise depuis le 5 mars jusqu'au 19 mai et qui présente, entre autres, le premier portrait de Jeanne, le 10 mai 1429. Ce portrait est présenté sur quoi ? C'est petite illustration de quel document et par qui ? Alors, ce portrait se trouve en marge d'un registre qui est un document administratif. En fait, il s'agit d'un registre du Parlement de Paris, le registre du Conseil, où Clément de Fauconberg, qui est un clerc, greffier, va faire des extraits, des résumés des arrêts du Parlement de Paris et aussi noter certains événements. Donc, le 10 mai 1429, eh bien, il va faire un petit commentaire d'une dizaine de lignes sur la prise d'Orléans. Si je vous permets, je vais citer. Bien sûr. Le mardi, 10e jour de mai, fut rapporté et dit à Paris publiquement. Alors là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur une des places de Paris, il y a eu un héros, il a battu tambour et il a proclamé publiquement la nouvelle. Donc c'est pour ça que Clément la rapporte. Donc il a été dit publiquement qu'au dimanche dernier passé, les gens du Dauphin, en grand nombre, après plusieurs assauts, continuellement entretenus par force d'armes, étaient entrés dans la Bastille que tenait Guillaume Glasdal, etc. Et donc, il raconte que les Anglais ont levé le siège et que le dit Glasdal et ses compagnons sont partis. Et il dit les ennemis, donc le roi de France, avaient en leur compagnie une pucelle seule ayant bannière parmi les 10 ennemis, ainsi qu'on le disait. Voilà, donc il cite cette jeune femme qu'il appelle la pucelle et il termine par une petite phrase en latin. Quis eventus futurus novi Deus bellorum dux et princeps potentissimo in prelio. Je traduis. Qu'adviendra-t-il ? Dieu seul le sait. Chef des guerres et prince très puissant au combat. Donc là, on est dans l'actualité. Il relate un fait public, la prise d'Orléans. Alors, lui, il est à Paris. Paris est tenu par les Anglais. Donc, il est plutôt du côté des Anglais. Mais il est troublé parce que Orléans est assiégé depuis plusieurs mois, le dauphin n'arrive à rien faire, et donc là, tout d'un coup, c'est fini, le siège est levé, et puis il y a une femme, seule, qui tient bannière. Tenir bannière, ça veut dire
qu'elle a un étendard qui est plutôt l'attribut d'un capitaine de guerre. C'est une pucelle, une jeune fille, une puella, une jeune fille. Et donc, il raconte tout ça, et à la fin, c'est l'interrogation, est-ce que c'est un signe de Dieu? Donc, il y a à la fois l'événement politique, le trouble, peut-être le trouble religieux, est-ce que c'est un signe religieux ou pas? Et donc, dans la marge, il va tracer ce portrait de Jeanne d'Arc, qui fait à peu près 6 cm de haut, qui est un portrait imaginaire, puisqu'il ne l'a pas vu, il ne la verra jamais. Mais peut-être un portrait d'après ce que lui pensait être une pucelle tenant bannière au siège d'Orléans, ou d'après ce que les gens disent à l'époque. Donc on parle beaucoup de cette jeune fille. Et on est sûr que le dessin est fait en même temps que l'écriture, ça n'est pas un rajout ultérieur. Non, ça c'est des études plus poussées sur l'écriture, l'encre, etc. Donc c'est vraiment de la main de Fauquemberg, la même écriture. Donc, ça n'a pas été rajouté par la suite, c'est ça qui est tout à fait extraordinaire. C'est ça, exactement, parce que on a coutume, et j'ai vu que dans le petit dossier qui accompagne l'exposition, il est écrit que c'est un portrait d'imagination et de préjugés. On expliquera aux auditeurs ce que l'on entend par ce mot préjugé, mais ce qui est très incroyable, c'est que le petit portrait de Jeanne, qui, si l'ensemble fait 6 cm, doit faire à peu près 4 cm, est entouré par cet étendard, et que lui, l'étendard, il ressemble étonnamment à ce que l'on nous a toujours dit de ce qu'était l'étendard de Jeanne. Oui, tout à fait. L'étendard de Jeanne, il a été décrit par Jeanne elle-même lors de son procès. Donc cet étendard a certainement marqué les esprits. C'est un étendard, c'est une bande rectangulaire avec 2 flammes à l'extrémité, sur lesquelles est inscrit, en tout cas sur la miniature, parce que c'est très petit, il ne pouvait pas tout mettre, IHS pour Jésus, puisque Jésus à l'époque s'écrivait avec un H, le I pour le J, H, etc. La devise de Jeanne d'Arc, c'est Jésus-Marie, Jésus Maria. Donc ça a dû frapper les esprits. À l'époque, les descriptions qu'on en donne, il y en a plusieurs. Ce serait effectivement un étendard blanc avec des fleurs de lys, qui sont le symbole de la monarchie française, mais aussi de la virginité de la Vierge, avec 2 anges qui sont vraisemblablement Saint Michel et Saint Gabriel, et peut-être une représentation de l'Annonciation. Voilà, il y a plusieurs descriptions à l'époque. Mais ça a frappé les esprits, surtout ce Jésus qui est sur l'étendard. D'où la remarque en latin de Guillaume Fauquemberg, c'est « Est-ce que c'est un signe de Dieu ?» Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, aujourd'hui, au Mardi de la Mémoire, je reçois avec beaucoup de joie Isabelle Aristide-Astir, responsable du département des archives privées des Archives nationales, et nous parlons avec elle de l'exposition qui a commencé le 5 mars dernier jusqu'au 19 mai prochain et qui nous présente, entre autres, mais comme point de départ, comme pièce centrale de cette exposition, le portrait de Jeanne, un portrait contemporain qui date du 10 mai 1429. Et si je résume ce que vous venez de nous dire, petit portrait, 6 cm de hauteur, en marge d'un registre judiciaire et œuvre d'un greffier qui s'appelle Clément de Fauquemberg. Que savons-nous de ce personnage ? Alors c'est un clerc chanoine voilà, de Paris et qui est chargé effectivement de tenir un certain nombre de registres du Parlement. C'est quelqu'un donc qui est plus ou moins favorable aux Anglais. Donc pour lui, Jeanne, c'est plutôt une ennemie, mais il garde une certaine neutralité politique. Donc, c'est pas déjà s'engager un peu que d'écrire ce qu'il a écrit ? C'est pas dangereux parce que notamment il parle du futur Charles VII en disant le dauphin, donc il le reconnaît comme un héritier légitime. Ah, mais déjà à l'époque on l'appelait le dauphin, le petit roi de Bourges. En réalité, il est déjà roi, hein, Charles VII, puisqu'il est roi depuis 1422. Mais selon le rituel de l'époque, l'imaginaire collectif, public, etc., le roi ne devient roi qu'avec son sacre. Mais dans la réalité, le roi devint roi par la mort de son prédécesseur. D'où, effectivement, l'insistance, la mission
de Jeanne de libérer Orléans, parce que Orléans, c'est quoi? C'est la porte pour ce qui reste du royaume de France, qui est le royaume de Bourges. Le roi est replié sur Bourges et Poitiers. Et puis faire sacrer le roi à Reims. Voilà. Et là, on retrouve la légitimité du roi de France. Mhm. Et est-ce qu'on va me permettre de décrire ce petit portrait? Évidemment, mais sur ce Clément de Fauquemberg, c'était donc un personnel, pardon d'employer des mots très contemporains et qui vont vous sembler peut-être très déplacés ou anachroniques, mais on est bien obligé d'utiliser un vocabulaire compréhensible pour décrire ou parler de personnages du XVe siècle. Le personnel donc du Parlement de Paris était un personnel constitué de laïcs et de clercs, et ce Clément de Fauquemberg est donc un clerc, et c'est un homme donc qui est membre du chapitre des chanoines de Notre-Dame de Paris, mais il est originaire on ne sait pas, d'accord. Je n'ai pas beaucoup d'autres indications. Son nom indique qu'il est plutôt originaire du nord de la France. Oui. Voilà. Ce sont des territoires qui, à cette époque-là, sont tenus par les Anglais, la Normandie, la Picardie. Oui. Donc les Anglais sont vraiment aux portes. Ils sont à Paris déjà, et ils sont en train de noyer le petit royaume de Bourges qu'il reste. C'est ça. Alors, ce portrait, donc fait d'imagination et de préjugés, comme il est coutume de dire, qu'est-ce que l'on voit d'abord, et qu'est-ce qui effectivement peut relever de l'imagination ou du préjugé, encore une fois avec ce mot préjugé qui n'est pas dans son acception négative, mais qui est dans son acception réelle, c'est-à-dire comment on s'imagine. Exactement. Déjà, alors ce qu'on voit, c'est une femme, la tête de profil, le corps de 3/4, les cheveux longs et dénoués, en robe, avec une poitrine bien visible, bien qu'elle ne soit pas dénudée. Et elle porte de la main gauche une grande épée, et de la main droite une lance avec cet étendard inscrit dessus « Jésus ». Je pense que Clément de Fauquemberg a dû se dire comment je vais représenter une femme. Parce que à cette époque-là, en réalité, Jeanne d'Arc, elle a une armure au siège d'Orléans, et elle a les cheveux courts. Elle s'est fait couper les cheveux avant d'aller rencontrer Charles VII à Chinon. Elle a une espèce de coupe au bol. Donc, s'il la représente en armure, on ne voit pas que c'est une femme. Donc, il faut lui donner les attributs féminins. La robe, la poitrine, les cheveux dénoués. Et en même temps, elle a des attributs masculins qui sont l'épée et la bannière. Et en plus, elle a un attribut religieux qui est cette inscription. Donc, tout cela, c'est... Comment dire, c'est un peu agressif. Une femme ne peut pas être chef de guerre. Une femme qui est représentée, c'est pas représentée comme une sainte, elle a l'air un peu déterminée là, sur ce petit dessin. Donc, elle ne porte pas une bannière de procession, pas du tout. Non, puis elle est pleinement incarnée. Enfin, elle est incarnée dans ses formes féminines. Voilà. Dans la poigne de ses mains. Enfin, voilà, il y a vraiment, c'est un vrai personnage. Elle a l'air très déterminée. Oui. Tout à fait. Alors, le fait qu'elle apparaisse comme ça interroge effectivement, parce que les cheveux dénoués, alors ça c'est une pucelle, donc les jeunes filles traditionnellement sont représentées avec de longs et beaux cheveux dénoués dans le dos. D'ailleurs, dans les représentations un petit peu postérieures de l'entrevue de Jeanne d'Arc à Chinon, on la voit avec une robe très, très simple, très digne, et les cheveux dénoués, parce que c'est une jeune fille. Mais là, les cheveux sont dénoués, mais ils sont un petit peu, je veux dire, entortillés. Et à l'époque, circulent déjà des injures contre Jeanne d'Arc, on l'appelle la prostituée et la ribaude. Parce que fait une femme dans une armée? Les femmes qui suivent les armées, ce sont les prostituées. On ne peut pas imaginer qu'une femme puisse vivre au milieu de soldats sans perdre sa virginité. Et Jeanne d'Arc a subi 2 examens de virginité. Le premier à Chinon, avant de rencontrer Charles VII, et le deuxième pendant son procès à Rouen. Donc là, c'est quand même déjà une atteinte à la réputation de Jeanne d'Arc. Et alors cette épée, enfin, je sais que
les recherches, évidemment, ont non seulement été faites, mais sont expliquées dans cette petite exposition. Elle répond à des canons de représentation de certaines autres femmes de cette époque. Alors oui, sur certaines tapisseries de l'époque, on représente Penthesilée, qui est la reine des Amazones, qui tient... alors elle est représentée en habit complet, de femme avec une armure, avec son épée et un bâton de commandement. Voilà. Donc on a déjà à l'époque, dans la culture savante de l'époque, que connaissait Clément de Fauquemberg, parce qu'on sait que dans sa bibliothèque, il y avait un ouvrage qui faisait référence à cela. Il y a l'imaginaire des Amazones. Il n'y a pas beaucoup d'autres représentations. On a des représentations bibliques comme Judith, mais c'est tout. On n'a pas énormément de représentations de femmes armées dans l'imaginaire collectif. Alors, là, nous sommes donc en mai 1429. Donc, on peut dire que c'est une représentation contemporaine, c'est certain, du personnage, de quelqu'un qui n'a pas vu Jeanne, mais qui l'a reproduit telle qu'il imagine qu'elle pourrait être. Est-ce que c'est fréquent dans ces archives du Parlement de Paris que le greffier fasse un petit dessin pour illustrer ce qu'il écrit ? Alors non, c'est pas du tout fréquent. Ce sont quand même des documents administratifs, donc ils ne sont pas faits pour être illustrés. Les illustrations qu'on pourrait trouver, mais c'est plutôt sur ce qu'on appelle des actes, des chartes, etc. Ce sont les lettrines ornées, on trouve beaucoup au XVe siècle, mais là qui ont plus de représentations fantastiques, fantasmagoriques, etc. Pas un personnage de l'actualité. C'est ce qui rend cette petite ébauche, ce petit dessin tout à fait extraordinaire. À l'époque, qu'est-ce qu'on a comme moyen de communication ? Pas grand-chose, en fait, le journal n'existe pas. Il y a les lettres qu'on s'échange. Dans les lettres, il n'y a pas de dessin à l'époque. Donc c'est tout à fait extraordinaire. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est pour lui-même ? Est-ce que c'est un témoignage pour la postérité ? Ce qui prouve que pour Clément de Fauquemberg, cette nouvelle était d'une importance extrême. Et pour certainement ses contemporains, parce qu'on a dû beaucoup en discuter sur la place de Paris. Oui, et ce qui interroge évidemment sur la raison pour laquelle, comme vous venez de le dire, il a senti le besoin de faire cette illustration, parce que c'est pas pour passer le temps pendant que d'autres sont en train de parler et qui s'ennuient lors d'un conseil. Voilà. Donc, pourquoi a-t-il senti le besoin de le faire et à qui cela était-il destiné ? Parce que qui lit ce compte-rendu minutieux que fait le greffier au Parlement de Paris ? Les historiens se sont beaucoup posé la question, évidemment. Il semblerait que ça exprime un trouble. Le trouble qu'il a pu avoir, il essaie de se représenter mentalement. Qu'est-ce que c'est une jeune fille en armes à ce moment-là ? Qu'est-ce que c'est que ce message de Dieu ? Voilà, c'est une représentation mentale de tout ce qu'il a lui dans la tête, de tout ce qu'il entend autour de lui. Alors, j'ajoute qu'il n'y a aucun portrait de Jeanne d'Arc. Il y aurait pu y avoir, par exemple, quelqu'un qui l'aurait croqué au moment où on montait sur le bûcher, comme Marie-Antoinette a été croquée au moment où elle allait à l'échafaud. Non, pas du tout. On n'a aucune représentation contemporaine de Jeanne d'Arc, aucune. On peut se la représenter par les descriptions qui ont été faites, par différents récits de l'époque, ou dans son procès, et après les témoignages qui ont été apportés dans son procès de réhabilitation en 1456. Mais c'est tout, voilà. Donc ce dessin, fait en 1429, le 10 mai 1429, va passer dans l'oubli, va être ressorti... Il n'était pas public. Il n'était pas connu. Il a été redécouvert seulement au XIXe siècle. Et le XIXe siècle, c'est la période justement où on redécouvre Jeanne d'Arc, notamment à partir de la Restauration, et où l'image de Jeanne d'Arc va grandir, va être aussi un peu manipulée. C'est la bergère de Don Rémy.
Alors qu'elle a gardé certainement les troupeaux, mais simplement avec d'autres enfants quand elle était très jeune, elle le dit dans son procès. Ensuite, elle était à la maison à coudre et à filer, tout simplement. Donc à partir de là, il y a toutes sortes d'images de Jeanne d'Arc qui vont se développer. Pendant toute la période de l'Ancien Régime, c'est à 16e, 15e, 16e, 17e, 18e siècle, la représentation, je veux dire, officielle de Jeanne d'Arc, c'est une femme qui est en robe, avec un chapeau sur la tête, parce qu'il fallait qu'elle ait une certaine dignité, une dignité de femme. Les femmes, à l'époque, avaient la tête couverte pour sortir. Et puis se développe de plus en plus l'iconographie de la Jeanne d'Arc en armure, avec son épée, parfois l'oriflamme, mais pas toujours. Et d'ailleurs, on évoquait l'armoire de fer tout à l'heure, mais il y a dans l'armoire de fer une petite représentation, j'allais dire iconique, de Jeanne d'Arc dans son armure dorée. Que vous présentez à l'exposition. Qui est présentée à l'exposition. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quand on évoque... dont l'armure n'est pas dorée, excusez-moi, elle est grise, j'ai la représentation sur les yeux, mais sur un fond doré. Et aujourd'hui, je pense que dans les églises, c'est une Jeanne d'Arc, c'est soit la bergère toute petite de Domrémy, enfant, soit la Jeanne d'Arc en armes. Voilà, c'est l'image que l'on garde aujourd'hui. Alors qu'on devrait finalement s'interdire de la représenter autrement que comme Clément de Fauquemberg la représente. Finalement, c'est une bonne représentation. Elle aurait pu peut-être avoir un petit corselet de fer et puis une jupe. Mais alors, quand elle est en armure, très souvent, on lui rajoute une petite jupe pour couvrir ses jambes. Pas toujours, mais quelquefois, pour que ce soit un petit peu plus décent, parce que les femmes devaient avoir les jambes couvertes également. Donc voilà. Et alors, l'image de Jeanne d'Arc s'est beaucoup développée pendant la Première Guerre mondiale. Mais pas simplement dans les milieux catholiques, c'est aussi une espèce de sainte laïque, parce qu'on a à la même époque des représentations allégoriques de la France qui est représentée également en armure avec une épée. Et c'est assez troublant, c'est une Jeanne d'Arc qui n'est pas nommée. Il y a un personnage digne de Jeanne d'Arc en termes d'originalité, de caractère, etc., qui est Thérèse de Lisieux. Et il y a cette photo, puisqu'elle avait obtenu quand même quelque chose d'invraisemblable, c'est que sa sœur rentre au Carmel avec son appareil photo et elles se sont prises en photo X fois. Et Thérèse a joué la pièce de Jeanne d'Arc de Bernard Shaw. Elle jouait Jeanne et elle est dans une pose qui tient à la fois de l'icône du 19e et du petit dessin de Clément de Fauquemberg, puisqu'elle est quasiment à genoux, mais de façon un peu lascive, en armure, mais avec les cheveux défaits et tout bouclé, et un étendard. Tout à fait. Incroyable, cette photo. Oui, et c'est tout à fait incroyable. Et voilà, c'est l'image qu'on a gardée de Jeanne d'Arc, alors qu'on sait qu'elle était coiffée à la garçonne à l'époque. Il faut lui donner comme ce caractère féminin, ce caractère de jeune fille. Et en vous entendant, Isabelle Aristide-Astir, je me posais la question, ce prénom de Jeanne, qui va être porté par beaucoup de femmes, très courant, mais qui ne fait pas de référence à Jeanne d'Arc, puisque Jeanne n'est canonisée qu'au XXe siècle. C'était une référence à Saint Jean, c'était la féminisation de Jean. C'est ça, la féminisation de Jean, parce que c'est Jehan, Jeanne, voilà, tout à fait. Jean est un prénom également très courant en France. Et je crois que Jeanne est quand même plus courant que Jean pour le prénom masculin. Oui, parce qu'on sait que les Louises, par exemple, ont longtemps eu, avant la canonisation de Sainte Louise de Marillac, comme saint patron Saint-Louis. Saint-Louis, évidemment. Mais donc les Jeannes ont eu Saint-Jean aussi pendant longtemps. Alors, à peu près un tiers des jeunes filles, des bébés à la naissance, étaient prénommés Jeanne. Le stock de prénoms était quand même assez limité à cette époque. Pour les hommes, on a Jacques, Michel, Pierre, Martin. Pour les femmes, on a Jeanne. Sa mère s'appelle Isabelle, donc Isabeau. Donc c'est un prénom courant à l'époque, qui était un peu tombé en désuétude par la suite. Donc il y a Marie, évidemment, Marine, Mariette, Micheline. Donc le stock de prénoms est quand même très limité. Alors, que présentez-vous d'autre dans cette exposition comme objets, tableaux, écrits D'abord, vous présentez donc ce dessin qui fait 6 cm sur une page ouverte. C'est ça, le registre est ouvert à cette page-là. Et pour le protéger, la vitrine est recouverte
d'un drap de velours rouge. Et on doit le soulever pour voir cette vignette, parce que en fait, ce registre était exposé longtemps dans le cadre justement du Musée de l'Histoire de France. Donc, il a commencé à perdre un petit peu de sa lisibilité. Donc, il faut le préserver pour les siècles à venir. Est-ce que ça ne se restaure pas ? Alors, la restauration ne ramène jamais l'original. On ne va pas retracer des lettres qui sont disparues. Mmh. Et alors, parce que moi, ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup amusé et intéressé quand j'avais travaillé sur l'année 1380. C'est la succession. On passe de quelque chose de capital, en tout cas pour la suite, à un événement beaucoup plus banal. C'est entrecoupé de quoi autour de ce 10 mai 1429 ? C'est-à-dire pour le registre de Clément. Alors là, j'avoue que là, je n'ai pas trop regardé personnellement, parce que je ne l'ai pas consulté. J'ai que cette page-là. Effectivement, j'avais vu bien avant que ce soit exposé. Oui, c'était dit, c'est une alternance d'actes officiels et puis de petites chroniques, mais je veux dire un peu officielles, parce que Jeanne d'Arc, ce qu'il raconte au départ, c'est ce qu'il a appris par la voie publique. Bien sûr. La voix publique, la voix Vox Publica. Donc voilà. Et il entremêle aussi ses préoccupations et les préoccupations du peuple. Est-ce que c'est un signe de Dieu, finalement ? Oui, c'est très intéressant de se dire tout est déjà là. Est déjà là dans ce petit dessin et dans le commentaire associé. Alors, d'autres objets importants présentés dans cette exposition ? Alors, on présente d'autres représentations de Jeanne d'Arc au XVe siècle, donc un peu postérieurement, soit dans des manuscrits, soit dans des tapisseries. Donc, elle représentait déjà soit en armure, soit en robe. On présente aussi un autre registre du Parlement, qui est le registre des plaidoiries du Parlement siégeant à Poitiers. Ça, c'est un peu technique, mais en fait, comme Paris était occupé en 1428, le roi a déménagé son administration à Bourges et à Poitiers. Donc, il y a deux parlements. Il y a le Parlement de Paris qui est à Paris et le Parlement de Paris qui est à Poitiers. Et le Parlement de Poitiers, instrument, pour utiliser le vocabulaire juridique de l'époque, pour tout le royaume. On a la liste de toutes les circonscriptions judiciaires, qui s'appellent des bailliages et sénéchaussées, en tête du registre. Donc, pour indiquer que le Charles VII n'a renoncé à rien. Voilà. Et oui, bien sûr. Oui, mais j'avais reçu quelqu'un il y a longtemps à cette émission pour parler justement des exils du Parlement de Paris qui ont été nombreux. Ah, ça, c'était plus tard. C'est le roi qui exile le Parlement, qui ne veut pas enregistrer ses ordonnances. Oui, mais effectivement, il y a toute une itinérance. De toute façon, l'Ancien Régime est fait d'itinérance. Hein. Alors, c'est vrai que... On a aussi un récit de l'attaque manquée de Jeanne d'Arc contre Paris en septembre 1429, qui se trouve cette fois-ci dans un registre des délibérations du chapitre Notre-Dame de Paris, où là aussi, des chanoines, au lieu de délibération, a raconté cet événement, l'armée du roi avec Jeanne qui essaye de prendre Paris. Elle va échouer, d'ailleurs elle va être blessée lors de cette attaque. Alors, c'est une petite exposition, c'est un document original avec quelques documents autour qui pourraient ouvrir la voie à d'autres grandes expositions. Bon, les grandes expositions, on n'en fait qu'une ou deux par an. Donc, bien sûr, voilà, oui, mais c'est aussi ça invite à redécouvrir ce moment de documents, à se replonger dans d'autres documents de l'époque, à se replonger dans ce qui a pu être écrit sur Jeanne d'Arc, l'image qu'on en a eu au cours des siècles, l'image qu'on peut en avoir aujourd'hui, d'une façon tout à fait dédramatisée. Mais les clichés qui existaient à l'époque peuvent toujours peut-être continuer aujourd'hui. Jeanne d'Arc, la guerrière, était-elle vraiment sainte ? Bien sûr, bien sûr. Alors, je ne voudrais pas terminer cette émission sans donner la parole aux auditeurs qui ont la gentillesse de nous écouter, de nous poser des questions. Un auditeur vous demande, l'achat de l'hôtel de Soubise a-t-il réellement indemnisé les créanciers guéménés ? Normalement, oui, je pense, oui, parce que c'était dans le cadre d'une vente aux enchères, voilà. Et une auditrice nous dit, vous avez parlé du rouleau des Templiers. Oui. J'ai
je crois en avoir vu un autre conservé au Vatican lors d'une exposition. Oui, parce qu'en fait, il y a eu une première série d'auditions qui ont été faites par Philippe le Bel. Et puis ensuite, on a délégué l'affaire au pape et il a lui aussi fait faire des interrogatoires. Donc effectivement, il y a 2 rouleaux des Templiers, un qui se trouve aux Archives nationales et un autre un petit peu postérieur qui se trouve aux Archives du Vatican. Et c'est à la suite de ces interrogatoires faits par le pape que le pape a fait sa bulle contre les Templiers et que Philippe le Bel a pu les exécuter, les mettre au bûcher. Voilà. Et cette auditrice vous demande, est-ce que vous organisez des prêts pour des expositions ou bien les documents sont-ils interdits de sortie ? Ah non, on organise des prêts, donc c'est très encadré, bien sûr. Il y a des conventions, des assurances, etc. Eh bien, un grand merci Isabelle Aristide-Astir. Je rappelle que vous êtes responsable du département des archives privées des Archives nationales et j'invite vraiment nos auditeurs à se rendre à l'hôtel de Soubise puisque jusqu'au 19 mai 2025, vous exposez dans le cadre d'un cycle intitulé Les Remarquables, le premier portrait de Jeanne effectué le 10 mai 1429 et je pense que avec ce que les auditeurs ont entendu, ils pourront déambuler dans cette petite exposition et voir de leurs yeux cet objet remarquable. Profitez-en, parce qu'on ne le sortira pas très souvent. Merci beaucoup Isabelle Aristide-Astir. Et chers auditeurs, à mardi prochain.